Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui une petite vidéo je te dirais sur les demandeurs d'asile et voir un petit peu aussi c'est quoi le seuil du bien-être social ici quand tu es réellement pauvre au Canada pour un peu démentir je te dirais les fausses rumeurs ou les fausses vérités qu'il y a à ce sujet-là. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que deux choses. Premièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui avait donné des chiffres un petit peu quand même assez extraordinaires en disant que les demandeurs d'asile, par exemple, avaient le droit à 1 800 $ de la part du gouvernement par mois pour payer leur Wow! supermarché. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ce que je trouvais dommage dans cette publication, c'est que c'était une personne issue de l'immigration. Donc c'est certain que comme on fait partie d'une même et seule communauté, hein, les immigrants ou les ex-immigrants comme moi, mais je suis passé par les mêmes processus que tout le monde ici. Je connais un petit peu la situation de chacun puisque je m'intéresse au processus d'immigration. Il y a la politique ici au Canada et au Québec. C'est mieux qu'on reste soudés ensemble, si tu veux, à ce niveau-là. Et je peux te dire que les réfugiés, c'est clair et net, pour eux, c'est vraiment pas facile. D'abord, bah, ils quittent leur pays d'origine à cause d'une situation, d'une crise grave, comme une guerre, ou tout simplement parce qu'ils sont en danger de mort pour X nombre de raisons. Et puis, deuxièmement, quand ils arrivent ici, ils sont clairement, tu vas le voir, on va aller regarder les chiffres ensemble, dans le seuil de pauvreté. C'est vraiment pas facile pour eux, ça c'est très clair. Deuxième point, si tu veux, sur lequel je voulais m'attarder, c'est justement démystifier ces idées-là par rapport aux chiffres. Il y a des chiffres qui, je pense, sont très mal compris. Donc, le fait d'aller les regarder en détail, ça permettra un petit peu mieux de comprendre comment ça fonctionne. Et troisième point, j'avais dit qu'il y en avait deux, mais il y en a un troisième. Dernièrement, si tu veux, tu l'as peut-être vu, mais dans les journaux est sortie l'histoire comme quoi le gouvernement du Québec voulait interdire aux demandeurs d'asile l'accès au CPE, aux garderies pour leurs enfants. Et ça a été finalement interdit, hein, cette injonction-là, appelle ça comme tu veux, par la Cour suprême, qui donne le droit aux demandeurs d'asile d'aller inscrire leurs enfants dans des garderies subventionnées. Moi, je trouve que c'est très juste de la part de la Cour suprême, parce qu'encore une fois, on va rentrer dans le détail de la vie d'un demandeur d'asile, mais un demandeur d'asile ici dans une grande précarité, et on le somme quelque part de s'intégrer le plus rapidement possible à la société et donc de trouver un emploi rapidement. Lui-même veut sortir, hein, de cette précarité-là, c'est certain. Donc s'il n'a pas les enfants dans les jambes, ça va être quand même beaucoup plus simple pour lui. Alors il y a beaucoup de personnes qui disaient oui, mais moi je peux même pas inscrire mon enfant à la garderie. Sauf que toi, t'es pas dans la précarité et t'es pas, si tu veux, dans ce seuil de pauvreté-là, notoire. Donc, potentiellement que si tu l'étais, t'aimerais ça qu'on t'aide un petit peu. Quand t'as pas d'argent, que t'as vraiment aucun argent et que tu dois encore plus aller faire des efforts pour aller trouver un emploi. Donc ça veut dire il faut que tu te déplaces, par exemple. Il faut que tu investisses dans certaines choses quand même pour aller chercher un emploi. Pendant ce temps-là, il faut que tu vives avec plus que le strict minimum. Bon, la garderie, c'est essentiel, c'est certain. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On rentre dans le vif du sujet tout de suite après cette très longue introduction. Alors me voilà à mon bureau à nouveau. Il y a quelqu'un qui a dit c'est le bordel la dernière vidéo en arrière de toi. D'abord c'est mon décor, hein. On aime bien les cadres, on adore les plantes, on en a 200 hein, dans l'appartement. Deuxièmement, ici, ça c'est juste temporaire, c'est des Lego. Si tu te demandais, des Lego en construction. Donc voilà, c'est ça, c'est juste temporaire. Parenthèse fermée, donc revenons un petit peu à nos moutons, les demandeurs d'asile. Donc si tu veux, je suis à mon ordinateur, donc on va pouvoir regarder ça ensemble, mais si tu veux savoir combien coûte un demandeur d'asile, d'abord combien il coûte à l'État, il coûte en moyenne 16 500 $ sur une période de 3 années. Ça comprend énormément de choses, si tu veux là-dessus, c'est réellement pas la mer à boire, ça c'est clair et net. Ensuite, si tu veux, un demandeur d'asile, quand il débarque ici au Canada, il va avoir droit à ce qu'on appelle une allocation unique. Donc ça reprend ce que je disais tout à l'heure en introduction. C'est un montant qui s'élève entre 3 000 $, en moyenne c'est 3 000 $ pour les adultes, 1 500 $ par enfant. Ça s'appelle allocation unique, c'est-à-dire que c'est versé une seule fois. Quand tu arrives, c'est le seul montant que tu as. Beaucoup de monde confondent ça. Ils pensent que c'est une allocation, pardon, pas allocution, n'importe quoi.
une allocation mensuelle. Non, c'est pas 3000 $. Effectivement, 3000 $ par mois, ça serait beaucoup. Non, c'est juste une seule fois. Donc on voit, si tu veux, tout de suite que c'est quand même pas beaucoup d'argent, ça c'est clair et net. Par la suite, il va y avoir des aides substantielles données par le gouvernement. Il faut que tu suives un processus d'immigration et il faut que tu ailles aux rendez-vous qui sont donnés par le gouvernement. Tu n'es pas maître de ton processus d'immigration. Un petit peu, je te dirais quelque part, quand on le fait nous-mêmes volontairement aussi, il faut quand même que tu ailles au rendez-vous. Mais là, il y a vraiment quelqu'un, si tu veux, qui fait le processus pour toi. Contrairement à quelqu'un qui le ferait de lui-même, comme moi par exemple, quand j'ai fait, bon je l'ai fait directement à mon ordinateur, là il y a quelqu'un qui fait pour toi, parce qu'il y a beaucoup de gens, si tu veux, réfugiés qui ne parlent pas français ou anglais, et qui sont d'ailleurs obligés d'aller prendre des cours de langue, ça on va revenir là-dessus. Donc effectivement, quelqu'un travaille pour toi là-dessus, et quelqu'un te dit, bon ben c'est ça, maintenant, là. Donc c'est toi qui dois véritablement aller au rendez-vous. Il n'y a pas de discussion comment on pourrait reporter le rendez-vous à un autre moment donné, non c'est comme ça. Ils essayent, si tu veux, le gouvernement d'aller le plus rapidement possible dans les démarches, le but étant pour ces gens-là d'obtenir la résidence permanente le plus rapidement possible. Alors évidemment, il y a toujours les fameux délais administratifs. Pendant ce temps-là, les réfugiés ont des aides qui peuvent toucher, donc soit au niveau de la santé évidemment, ils sont couverts, donc si, ça peut être par la RAMQ, par exemple pour le Québec ou d'autres provinces qui peuvent aussi les couvrir en santé. Il peut y avoir aussi des problèmes de ce qu'on appelle, tu sais, des moments de carence. Donc ça, c'est des moments où tu n'es pas couvert, si tu veux, par la santé ici dans la province. Donc à ce moment-là, il existe le programme qu'ils appellent le PFSI, qui lui est un programme effectivement fédéral, et qui va faire en sorte que tu vas être couvert au niveau de la santé. Donc effectivement, tu n'auras, si tu veux, jamais rien à payer à ce niveau-là. Ceci étant dit, c'est un petit peu normal, tous les résidents permanents, les citoyens canadiens ici n'ont rien à payer non plus pour la santé. Si je prends par exemple la RAMQ au Québec, tout ça c'est dans tes impôts. Ensuite, tu vas avoir une aide effectivement au logement. Encore une fois, ça va être des logements qui sont donnés par le fédéral, donc c'est pas des logements, tu veux pas vivre là-dedans, c'est tout petit, c'est pas génial, c'est vraiment juste temporaire pour avoir un toit. Donc à toi par la suite d'essayer de trouver, et t'as pas le droit d'y rester naturellement, donc il faut que tu trouves toi-même un logement, c'est le temps de t'établir, hein, on s'entend. Tu vas avoir une aide à l'emploi, donc il y a des gens qui vont faire en sorte que tu écrives ton CV de la bonne manière, et puis ils vont t'indiquer, quand je dis des gens du gouvernement, qui vont t'indiquer aussi comment faire pour trouver, si tu veux, ces emplois-là, où sont les sites où il y a des offres d'emploi, etc. Comment faire pour postuler. Également, si tu veux aussi pour poursuivre, tu vas avoir des cours de langue qui vont être obligatoires, soit francisation, anglicisation, tout dépendant où est-ce que tu es ici au Canada. Il faut absolument que tu t'y présentes, tu n'as absolument pas le choix, et voire même une reprise de l'éducation, si il y a. Et puis les enfants sont inscrits évidemment à l'école, et aussi le système de garderie dont je parlais, si tu veux, en début de vidéo, parce qu'on va t'inciter, comme je viens de l'expliquer, à chercher un emploi le plus rapidement possible et à sortir, si tu veux, du système d'immigration dans lequel tu es, aussi de précarité. Ça, on va revenir là-dessus plus en détail au niveau des chiffres. Bref, tout ça pour dire que le 16 500 $ en coût, c'est à peu près tout ça, si tu veux, qui est pris en charge par le gouvernement, hein. Donc, comme je l'ai dit, santé, éducation, recherche d'emploi, logement temporaire, etc. Ça équivaut à un 16 500 $. Tu vas trouver aussi des chiffres sur Internet qui vont être entre 9 000 quelque chose et 40 000 quelque chose par demandeurs d'asile. Alors à quoi correspondent ces chiffres-là qui ne sont pas le 16 500 dont je viens de parler? C'est tout simplement les procédures, si tu veux, que tu vas avoir devant un juge au niveau de l'immigration, à savoir si ta demande d'asile est acceptée ou pas, et que tu peux poursuivre. Parce qu'il y a certains demandeurs d'asile, donc ceux qui coûtent 9 000 $ et quelques, pour eux, la question ne se pose même pas, ils ont quasiment été acceptés tout de suite en tant que demandeurs d'asile. D'autres sont déjà sur le territoire parce qu'ils étaient en danger de mort dans leur pays, mais on continue à essayer de voir si on peut les accepter ou pas comme demandeurs d'asile. Les processus peuvent être longs, tu peux aller en appel, tout dépendant, donc ça peut être assez long. Tout ça pour te dire aussi que le Canada n'accepte pas non plus n'importe qui, donc c'est quand même compliqué d'être accepté comme demandeur d'asile, ça se fait pas comme ça. Avant de te parler effectivement de tout ce qui est prestations sociales qui sont touchées par les demandeurs d'asile, peut-être le dernier point et le plus important, on va parler du nombre de demandeurs d'asile qu'on a ici, si tu veux, par mois, voire même par année au Québec, à savoir que l'Ontario est la province qui en accepte le plus, soit
plus du double souvent de ce que le Québec peut accepter en tant que demandeur d'asile. C'est un chiffre qui est très important. Encore une fois, ça va permettre, si tu veux, quelque part de démystifier ces idées reçues comme quoi on croulerait sous le nombre de demandeurs d'asile. Je te rappelle que Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, a dit récemment qu'on allait probablement en recevoir des milliards. Et oui, il a utilisé milliards. Ce qui est complètement inconsidéré. Là, j'ai été donc sur un site du gouvernement du Canada que tu vas voir ici au montage entre décembre 2022 jusqu'à décembre 2025. C'est quand même quand même une fourchette assez intéressante, surtout que si on prend 2023, on avait encore quand même pas mal d'Ukrainiens qui venaient ici parce qu'il y avait des mesures qui avaient été prises pour favoriser l'intégration des demandeurs d'asile ukrainiens, dû au conflit, c'est un petit peu naturel, vis-à-vis d'un programme qui avait été mis en place spécialement pour eux, pour accélérer, si tu veux, leur intégration. Qui a été arrêté, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, au courant de l'année 2023 à peu près. Grosse lieu du verglas encore dehors, c'est la journée du verglas, c'est aujourd'hui que je tourne. Donc si tu regardes, on va rentrer dans les chiffres, en décembre 2022 c'était 935, en janvier 2023 1055 pour la province du Québec, 920 en février 2023, etc. etc. Si on prend les chiffres les plus importants qu'on a, on parle de septembre 2023 par exemple, 2020 demandeurs d'asile acceptés, 2460 en octobre 2023, etc. etc. C'est pas mal le plus gros qu'on a dans le mois. Ok, donc on va aller faire un calcul rapide. Les gens disaient, à part Paul Saint-Pierre Plamondon, il a un nom un peu bizarre lui, j'ai toujours du mal à confondre les prénoms dans leur ordre, mais les gens parlaient de 190 000 demandeurs d'asile sur le territoire par année ici au Québec. Bon, on est loin de ça, donc on va prendre par exemple une moyenne ici 2000, on va dire, tu vois, 2000, 2100, 2200, 1300, 1200, 1600, donc 2000, ok? Et on va tout simplement le multiplier par 12, ce qui fait 24 000. 24 000 demandeurs d'asile ici, si tu veux, par année. Et là, on parle de demandes d'asile au Canada par province et territoire où les demandes ont été présentées. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles ont été non plus acceptées, comme je l'ai dit précédemment. Donc là, ça va déjà quand même beaucoup mieux, si tu veux, comme chiffre. Effectivement, on a eu, je l'avais vu, un peu plus du double, mais là on va parler au moment où la guerre en Ukraine a éclaté, donc je pense de mémoire que c'était en 2021, je ne veux pas dire de bêtises. Là on a eu beaucoup, si tu veux, de réfugiés ukrainiens, mais on fait partie, le Canada, si tu veux, de l'ONU, et les pays, ainsi l'Europe, la France par exemple, en fait partie, a accepté beaucoup de réfugiés ukrainiens, ont décidé d'accepter beaucoup de réfugiés ukrainiens parce que c'était le début de la guerre. Et on ne savait pas ce que ça allait être. Cette guerre-là, ça avait l'air d'être quand même très violent, et ça l'est encore, je te dirais, à l'heure actuelle. Donc on en avait accepté pas mal, mais il me semble de mémoire qu'on pourrait voir à peu près le double, ou ça devait être proche du double pour le Québec, soit 48 000 demandeurs d'asile, si je ne me trompe pas. Encore une fois, je n'ai pas les chiffres, donc c'est un peu sorti de mon chapeau, c'est un peu, si tu veux, de mémoire là, ok. Mais je sais que ça excédait pas ce chiffre-là, d'accord. C'était pas 190 000, ça c'est sûr et certain. Donc sur une population de 9 millions d'habitants aussi au Québec, même si on parle du double, admettons 48 000, comme je disais, ça reste quand même pas beaucoup. Là, tu l'as vu en termes de chiffres, on parle des plus récents, on parle de 24 000 par année. Donc c'est très peu de monde quand même, on va pas se mentir. Alors on va finir avec les prestations sociales, le nœud du problème, c'est-à-dire et ce pourquoi les gens sont pas contents. Aide financière, j'ai trouvé un article qui disait aide financière aux demandeurs d'asile, un point de départ pour l'intégration, d'accord? Ça c'est ma petite introduction, je te dirais, sur l'aide sociale. Donc là tu vois, il parlait d'une somme accordée pour un adulte sans contrainte temporaire à l'emploi et de 829 $ par mois au Québec. C'est ça, la prestation sociale auquel tu as droit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le bien-être social ici. On va revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Soit le minimum qu'en fait, tu peux avoir, c'est 829 $ par mois quand tu es au bien-être social. Tu peux avoir un peu plus. Mais eux, les demandeurs d'asile, ils n'ont accès qu'au minimum. Donc il faut te dire qu'il faut que tu vives avec ça. 829 $ par mois, bonne chance. C'est très compliqué, surtout quand on voit le prix de la bouffe et tout à l'heure actuelle.
ça reste que c'est quand même pas simple. Donc ça rejoint ce que je disais en début de vidéo. Tu as hâte de sortir de cette précarité-là, tu as hâte d'avoir un permis de travail, tu as hâte d'aller chercher un job et de ne plus toucher 829 $ par mois, mais plus que ça. D'accord? Alors pour terminer sur ce sujet-là, je t'ai trouvé un beau tableau, c'est plus particulièrement ma conjointe qui m'avait trouvé ça. Donc c'est sur le collectif pour un Québec sans pauvreté, puisqu'on parle de la pauvreté, ça va te donner une idée un petit peu du niveau pour les gens les plus pauvres ici au Québec. D'accord? Tout à l'heure, je parlais, donc tu vois sur le tableau, c'est écrit aide sociale sans contrainte. On reprend notre 829 $ de tout à l'heure. Aide sociale, contrainte temporaire ou contrainte sévère. Les contraintes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu souffres d'un handicap, d'accord? Donc, temporaire, tu l'auras compris. Je prends un exemple, peu importe lequel. Tu t'es blessé gravement, tu t'es cassé la jambe, tu peux plus travailler parce que tu as besoin de tes jambes, par exemple, pour travailler. C'est ce qu'on appelle une contrainte temporaire, d'accord? Contrainte sévère, bah là, effectivement, tu souffres d'un handicap physique ou autre qui fait que ça t'empêche de travailler. Encore une fois, on ne laisse pas tomber les gens parce qu'ils ont une santé qui est fragile ou qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus fonctionner dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, ici, tu as le tableau. C'est ça si tu veux qu'il touche le minimum. On parlait de 829 $ par mois. Là, tu as les chiffres en face de moi, 995 $ par mois en contrainte temporaire, 1294 $ par mois en contrainte sévère. Si on parle d'une contrainte sévère, donc quelqu'un par exemple qui est en fauteuil roulant ou quoi et qui peut absolument pas travailler pour X nombre de raisons, je ne sais pas moi, hein, il y a Parkinson ou peu importe, 1294 $ par mois, j'ai pris cet exemple-là, je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête, mais 1294 $ par mois avec, là on parle de pas nécessairement des immigrants, on parle de tout le monde, hein, avec le prix du logement, le prix de la bouffe qu'on connaît à l'heure actuelle. Tu peux pas travailler naturellement puisque tu as ce qu'on appelle des contraintes sévères. Comment tu fais pour survivre quoi? C'est ma question. La personne qui disait en début de vidéo que effectivement les demandeurs d'asile touchaient 1800 $ par mois juste pour le supermarché et qui touchaient plus d'aide à côté que ça, c'est pas vrai malheureusement, c'est vraiment pas vrai. Donc je voudrais peut-être, si tu veux, en profiter quand même pour souligner ce fait-là et dire que je me rattache à la cause des gens qui sont au bien-être social. Leur vie est pas simple, c'est très compliqué, t'as pas beaucoup d'aide. Si à ça, effectivement, bon, tu touches quelques allocations, pardon, comme moi d'ailleurs, hein, pour les enfants, etc. Mais si tu as des enfants, il faut quand même payer le service de garde et autres. Bon, à 829 $ par mois, ça vite fait le tour, hein. Donc c'est sûr qu'il n'y a rien de simple si tu veux là-dedans. Donc quand tu es au bien-être social, quand tu es à l'aide sociale, il faut te dire une chose ici au Québec, c'est parce que tu n'as pas le choix d'y être et que si tu avais le choix, tu ferais autrement. Et en fait, pour terminer avec cette vaste démystification par rapport aux demandeurs d'asile, j'appellerais ça comme ça, je vais tout simplement te lire et tu vas le voir ici au montage. Un communiqué du gouvernement du Canada. Les réfugiés pris en charge par le gouvernement obtiennent-ils plus de soutien du revenu et d'avantages que les pensionnés canadiens? Tu vois, ils ont même fait un communiqué tellement, si tu veux, cette fausse idée est répandue à travers la société. Non, le gouvernement fédéral n'accorde pas aux réfugiés une aide financière supérieure à celle qu'ils offrent aux pensionnés canadiens. Un courriel couramment retransmis colporte cette fausse information en caractère gras. L'auteur de ce courriel calcule le versement initial unique comme faisant partie du versement mensuel, ce qui est faux. Ce que je te disais en début de vidéo, le 3000 $ ou le 1500 $ par enfant, c'est allocation unique. Je vais arrêter avec allocution. Allocation unique, une fois, ok? Le soutien financier que reçoivent chaque mois les réfugiés pris en charge par le gouvernement est calculé selon les barèmes de l'aide sociale en vigueur dans chaque province et territoire. Il représente le minimum nécessaire pour couvrir uniquement les dépenses les plus élémentaires pour la nourriture et le logement. Le fameux, pour le Québec, 829 $ par mois auquel tu as droit. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'en ai terminé, si tu veux, avec ce sujet-là. C'est une vidéo qui était très importante pour moi. Je voulais remettre absolument les pendules à l'heure par rapport au montant que peuvent toucher les gens qui sont réellement dans la précarité ici au Canada, et ça comprend les demandeurs d'asile. Tu auras compris que quand ils sont pris dans un processus d'immigration et qu'ils n'ont pas de permis de travail, ils ont vraiment hâte d'en obtenir un de permis de travail et ils font tous les efforts pour se faire. En plus de quoi, ils fuient un pays qui était en guerre ou tout simplement ils étaient en danger de mort. Donc c'est clairement des situations qui humainement ne sont pas simples à gérer.
Donc quand des gens viennent râler en disant par après oui mais c'est pas normal qu'ils aient accès à des garderies subventionnées, tu comprendras que je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Ok. Donc je m'estime très chanceux de pas être dans leur peau, honnêtement. Là-dessus, n'oublie pas de me retrouver sur les réseaux sociaux qui comprennent TikTok, Instagram, Twitch, peut-être un jour, et Facebook. La chaîne YouTube que tu es en train de regarder, où j'essaye effectivement de faire un maximum de contenu, toujours pour aider à comprendre un petit peu mieux le Canada, je te dirais, et à voir un peu qu'est-ce qui se passe ici dans notre beau pays, qui est le Canada. Et je te dis à la revoyure, ciao, bye!